auditeurs, bonjour et bienvenue à notre quotidienne. C'est la quotidienne agricole et agroalimentaire du mardi 7 avril. Nous sommes encore une fois aujourd'hui un nombre considérable d'intervenants, d'intéressés, de spécialistes ou encore même d'enseignants dans différents domaines qui s'adresseront à vous au cours des 45 prochaines minutes, simplement pour profiter évidemment de l'isolement de tout le monde et des réflexions de ces gens. Nous avons depuis 2 semaines maintenant différents invités pour regarder comment se déroule notre monde, comment se modifie notre agriculture, l'agroalimentaire, évidemment, les chaînes d'approvisionnement. Il en était question depuis 2 semaines maintenant. Évidemment, au programme de ce midi, encore une fois, nombre d'invités que vous apprécierez, j'en suis convaincu. Et l'un des premiers pour nous présenter le programme, le projet aujourd'hui, c'est Yannick Patelli, l'éditeur de La Vie agricole. Monsieur Patelli, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Eric et bonjour à tous d'être à nouveau sur la plateforme Zoom pour nous rejoindre et parler d'agriculture et d'agroalimentaire tous les jours depuis le 24 mars. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir de jour en jour des personnalités de plus en plus importantes. Et on va le voir à l'écran de toute façon. Je vous le montre maintenant en plein écran. Vous allez voir les visages des gens qui sont branchés avec nous et qui pourront éventuellement intervenir sur un ou l'autre des sujets qu'on proposera. Guy Duval va s'occuper des nouvelles et va nous apprendre également quelques petits éléments importants sur les abeilles. Aujourd'hui, vous serez intéressé de l'apprendre. On va peut-être parler climatologie, glaciologie, même peut-être. On verra si nos invités sont tous là ce midi. Qui vivra verra. Donc, pour les prochains instants, on verra ce que ça donnera. Différents intervenants sont branchés avec nous aujourd'hui. Alors, saluons Simon Bégin, Saint-Mérémond de Portneuf, de l'Institut Jean Garon. Danny Messier, président des producteurs céréaliers, qui prend goût, ma foi. Luc Boivin, que vous apercevez également à l'écran de la fromagerie Boivin. Bonjour, Luc. Vous apercevez Michel Saint-Pierre également, coprésident de l'Institut Jean Garon. Michel, bonjour, bienvenue avec nous. Et je pense que vous avez dû apercevoir également dans le coin supérieur droit le ministre de l'Agriculture lui-même, André Lamontagne, qui est avec nous. Yannick, je te laisse en compagnie de notre invité André Lamontagne. C'est à vous. Bonjour, Monsieur Lamontagne, et bienvenue à l'émission La quotidienne agricole et agroalimentaire. On est très heureux de vous avoir ce midi. Très heureux d'être avec vous, Yannick. Je pourrais juste vous demander, il y a plusieurs intervenants, si tout le monde peut se mettre en sourdine, parce que j'entends un petit peu toutes sortes de bruits dans mes oreilles, juste comme ça pour commencer. Merci. Parfait. Monsieur Lamontagne, puisqu'on vous a aujourd'hui ce midi, on serait très heureux d'abord de savoir comment ça se passe, le travail d'un ministre en temps de crise. Là, vous êtes chez vous, là, mais vous opérez comment? Ben écoutez, on opère à 125 km à l'heure, ça, je peux vous dire ça. Effectivement, là, je suis chez moi depuis 2 semaines. Et puis, moi, j'ai 3 étages à ma maison. Au troisième, là, j'ai mon loft, mon bureau, j'ai mes écrans d'ordinateur et tout ça. Et puis, comment on s'est installé, là, c'est que depuis le jour 1, tous les matins à 9h30, on a une conférence téléphonique sur laquelle on a tous les intervenants de la chaîne bioalimentaire, en partant des producteurs, les fruits et légumes, les intrants, les camionneurs, la distribution alimentaire, les transformateurs. Alors, il y a une dizaine de personnes qui sont sur la ligne avec mon équipe du cabinet. Et puis, à tous les jours, là, on prend une demi-heure, une heure et demie pour faire le tour de la situation, relever les enjeux de chacun, mais en même temps, ça donne l'opportunité à chacun qui est sur la ligne un peu de pouvoir s'interpeller puis d'échanger de l'information, puis de se partager la réalité, puis de demander le soutien d'un, puis le soutien de l'autre. Alors, à la base, là, c'est notre cellule, là, si on veut, là, avec laquelle on traite de toutes les questions au Québec, là. Et Monsieur Lamontagne, effectivement, comme vous le dites, vous travaillez fort le matin. On l'a vu d'ailleurs que vous devez travailler fort parce que Monsieur Legault, plus ça va, plus il nous parle d'agriculture, d'agroalimentaire, de marché de proximité. On dirait que tout d'un coup, l'agriculture, ça vient de se réveiller au Conseil exécutif, ça existe. Quand est-ce qu'on vous voit au point de Non, presse, ça Monsieur vient, Legault? honnêtement, Quand non, est-ce qu'on vous voit honnêtement, ça assis à vient côté de pas, ça Monsieur vient. Legault au point de presse? Ben, écoutez, pardon, excusez-moi. Quand est-ce qu'on vous voit assis avec Monsieur Legault au point de presse? Ben, écoutez, première des choses, je m'entretiens régulièrement avec mon premier ministre et avec son équipe. Puis, je vous dirais, depuis qu'on est au pouvoir, là, peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup de bruit, là, mais il y a plusieurs choses qu'on est en train de mettre en mouvement là, pour l'agriculture au Québec. Et puis, naturellement, c'est toutes des initiatives que je partage avec mon premier ministre. Puis, dans la situation qu'on vit présentement, ben, je suis très heureux de voir que le premier ministre décide, quand il y a l'opportunité de mettre de l'avant des pensées qu'on a, puis des initiatives sur lesquelles on travaille. Et puis alors, c'est très heureux qu'ils prennent le devant, puis qu'ils nous partagent un peu les objectifs et les directions qu'on prend là. On est très heureux également que l'agriculture et l'agroalimentaire prennent de la place comme ça, effectivement, dans l'esprit du Premier ministre. Pardon.
Concernant techniquement les transferts de travailleurs étrangers temporaires, là, on avait Mme Bibeau hier en ligne avec nous qui nous expliquait, bon, les choses s'en viennent, ça commence avec le Guatemala cette semaine, le Mexique la semaine prochaine. Il y a une chose, par contre, qui n'est pas tout à fait claire. Les producteurs nous disent, selon le protocole fédéral, actuellement, les Guatémaltèques vont arriver, ils vont être sur nos fermes, on va les gérer, c'est nous qui supervisons. On a comme évoqué l'idée, nous, que pourquoi ce ne serait pas supervisé par le fédéral? On se fait répondre, oui, mais c'est pas nous, c'est Ferme et l'UPA. Est-ce que le MAPAC là-dedans a un rôle à jouer? Est-ce que vous pourriez décider qu'au Québec, les gens qui arrivent, ils sont confinés, point la ligne, et ils iront sur les fermes après? Ou non, ça va vraiment être les producteurs qui vont les assumer? Écoutez, il y a toute une grande collaboration. Tout ce dossier-là, naturellement, étant donné que la question de faire venir des gens sur notre territoire, là, c'est de juridiction fédérale, puis qu'il y a déjà des organismes, Ferme étant l'organisme le plus important, mais il y a aussi d'autres organismes qui, depuis des années, travaillent, ont les contacts et les démarches, tout ça, pour la venue de travailleurs sur notre territoire. Alors, notre rôle dans ce dossier-là, moi, c'est en discussion autant avec Mme Bibeau qu'avec les gens de l'UPA ou les gens de Ferme, pour voir où ça rime, où on a des difficultés, quels seraient les scénarios envisagés, pour après ça en discuter. Mais c'est certain qu'il y a une chose, c'est que dans un contexte où les demandes qui sont faites aux producteurs par rapport au confinement des travailleurs, toutes les exigences liées à la crise du COVID-19, là, amène quand même beaucoup sur les épaules des producteurs. Puis naturellement, il y a beaucoup de producteurs qui vont choisir de ne pas faire venir de travailleurs parce qu'à un moment donné, il y a une charge importante associée à ça. Alors, l'objectif, c'est d'essayer de limiter ces charges-là pour les producteurs pour faire en sorte qu'on puisse faire venir le plus grand nombre de travailleurs possible. Concernant M. Lamontagne, peut-être pour terminer, deux questions sur la sécurité alimentaire. Une, entre autres, il y a des maraîchers qui sont, vous savez, producteurs au Québec, mais qui sont aussi des Québécois producteurs en Californie de salades ou d'asperges ou autres, qui sont peut-être un peu inquiets qu'il pourrait advenir, en fait, que les Américains leur disent « Non, les salades que vous produisez restent chez nous ». Ça, c'est une des inquiétudes qu'on a entendu parler. Je ne sais pas si c'est réel, mais ça s'est parlé. Et l'autre chose, tout le monde, tout d'un coup, redécouvre les bontés de la gestion de l'œuf en disant, finalement, la gestion de l'œuf, c'est pas si mal parce que finalement, dans une pandémie comme ça, on gère nos affaires, etc. Mais bizarrement, la gestion de l'œuf, c'est pas si mal, mais peut-être que feu M. Pronovo n'avait pas tort parce que la gestion de l'œuf, elle existe, mais on jette quand même du lait. Ça, c'est difficile à comprendre pour le consommateur. Écoutez, la question de jeter de la nourriture, il y aurait de la gestion de l'œuf ou il n'y aurait pas de gestion de l'œuf, M. Petelli. Il y aurait quelqu'un en quelque part au Canada ou aux États-Unis qui nous fournirait ce que la gestion de l'offre ne nous fournit pas. Puis cette personne-là, cette entreprise-là aurait des vaches, aurait des poules, puis que subitement, que la demande tombe d'un pourcentage X, en quelque part, là, pendant un certain nombre de jours ou de semaines, il se ramasserait avec un excédent. Étant donné qu'au Canada, on a la gestion de l'offre, il se fait en sorte qu'on produit à peu près ce qu'on consomme. Cet excédent-là se ramasse subitement en terre canadienne pas en terre provinciale. Mais si on n'avait pas cette gestion de l'offre-là, peut-être le problème serait déplacé ailleurs, mais on ne peut pas, les vaches, ils ne savent pas, eux autres, que le COVID-19, ça existe. Là. Fait que du jour au lendemain, parce que le COVID-19, puis qu'il n'y a plus de restaurants qui achètent de crème, parce que 60 de la crème qui est produite, qui est transformée par notre industrie laitière au Québec, va dans les restaurants. Écoutez, peu importe le mode d'approvisionnement ou de fourniture de cette nourriture-là, il y aurait un problème en quelque part, là, parce qu'un ajustement aussi brutal de l'offre, mais aussi il y a les changements des comportements, puis le déplacement de la demande vers un type de produit vers un autre. Dans n'importe quel mode de production, on vivrait ce qu'on vit là présentement, là, parce que ça s'est jamais vu, ce qu'on vit là. Et sur la deuxième question, avez-vous des craintes que des producteurs québécois qui produisent en Californie se fassent dire par les Américains, non, on dit nos salades, ça reste chez nous? Écoutez, je vous dirais que c'est pas ça qui est prévu. Tous les entretiens qu'il y a eu jusqu'à maintenant entre le gouvernement canadien et puis le gouvernement américain, c'est pour permettre la fluidité des échanges entre le Québec et puis, pas le Québec, mais le Canada et les États-Unis. Alors, j'ai bon espoir là, que ce commerce-là va continuer. Il faut se rappeler là, que les échanges canado-américains, c'est la plus grande, l'ensemble économique le plus intégré qu'il y a dans le monde. Là. Fait que, non, honnêtement, c'est sûr des questions à se poser, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans l'air présentement. Là. Monsieur Lamontagne, on vous remercie beaucoup de votre participation à notre quotidienne. Je ne sais pas si vous avez encore quelques minutes, mais vous savez, le principe de l'émission, ça dure 45 minutes. On a pas mal d'intervenants que vous avez vus apparaître dans la mosaïque, notamment les coprésidents de l'Institut Jean Garon, messieurs Saint-Pierre et de Bailleul, et le porte-parole Simon Bégin.
et plusieurs autres intervenants. Je vois Luc Boivin de la fromagerie Boivin, Dany Messier, céréalier du Québec, etc. Si vous avez un peu de temps et le temps d'échanger avec eux, je pense qu'ils seraient ravis. J'ai quelques minutes. Je n'ai pas 15 minutes, là, mais je peux prendre 5, 6, 7 minutes là, pour échanger avec vous. Ça me fait plaisir, Yannick. Alors, allons-y simplement comme à l'école. Le premier qui lève la main aura droit à une question. Messieurs, à l'écran, allez-y, on vous écoute. Michel Saint-Pierre est toujours l'un des plus rapides. Monsieur Saint-Pierre. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours le premier à lever le doigt, mais en tout cas, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon d'abord féliciter le ministre pour je veux dire, cette action-là, cette réaction on dit des fois à quelque chose, malheur est bon, on est en train de découvrir des solutions. Pour nous, elles sont porteuses aussi d'avenir parce que c'est des solutions pour lesquelles, je voyais ce matin encore, on parlait par exemple d'une meilleure utilisation de notre électricité qui est une énergie beaucoup moins coûteuse et quelqu'un comparait ça avec l'Ontario pour lequel l'énergie est plus coûteuse, mais pourtant il y a des étendues de serre absolument incroyables. Alors, je pense qu'on réalise peut-être notre situation de nordicité et la nécessité, je pense, d'avoir un meilleur, comment dire, un panier de provisions un petit peu mieux garni avec nos productions. Alors, l'autre chose, c'est que ça donne aussi l'occasion à des citadins qui n'ont pas souvent entendu parler de l'agriculture de commencer à dire « Ah, ben oui, il y a quelque chose là, ça vient d'ailleurs. » Donc, cette réalité-là est en train de, je dirais, faire pédagogie au niveau de la société en général parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'agriculture. On le sait. Alors voilà, c'est un petit commentaire, mais encore une fois, félicitations pour gérer une situation comme celle-là qui n'est pas facile. Merci beaucoup. Puis écoutez, on est honnêtement, j'ai une équipe de collaborateurs exceptionnelle, mais toute la filière, les gens, là, tous les gens avec qui je discute à chaque jour, là, oui, il y a les enjeux de chacun leur secteur, mais en même temps, tout le monde est dans un mode d'intérêt supérieur de toute la filière agroalimentaire, toute la filière bioalimentaire. Puis ça, c'est vraiment, honnêtement, moi, je suis émerveillé de voir ça parce qu'on a un niveau de collaboration puis de coopération entre les gens qui est exceptionnel. La question des serres puis de ce que vous disiez, juste pour vous rappeler, nous, on avait comme objectif, quand on est arrivé au pouvoir, de doubler la production en serre. Lors du dernier budget, au 10 mars, un budget, naturellement, qui va passer à l'histoire pour d'autres raisons. Mais il y avait déjà 50 millions qui avaient été mis de côté, là, qui nous avaient été octroyés par le ministre des Finances pour mettre en plan le plan pour les serres qu'on a développé. La composante de l'électricité, d'abord, en novembre l'an passé, à la mise à jour économique du ministre Girard, ils ont transféré du ministère de l'Énergie et du ministère des Finances au MAPAC le programme de rabais d'électricité pour les serres. Mais la question des rabais d'électricité, c'est une composante parmi plein d'autres pour faire en sorte qu'on soit capable de faire se développer ce secteur-là. Parce qu'on a peut-être 900 serres au Québec, on en a des très petites, on en a un peu moins petites, on en a des moyennes, des grosses. Fait que le plan qu'on a développé et qu'on veut mettre en place, il vise vraiment à aller toucher chacune des niches pour qu'on puisse avoir une progression partout sur le territoire. C'est certain que quand on a quelqu'un qui arrive avec un projet et qui veut 6 hectares, 8 hectares, 10 hectares, 12 hectares de plus, ça s'en va direct au ministère de l'Économie. Puis là, c'est toute une autre considération économique. Mais pour des plus petites serres, il y a toute une question d'équipement, il y a toute une question de mode de production. Et puis aussi, au dernier budget, on a réussi à obtenir des fonds pour amener le triphasé dans des endroits où il n'y en a pas. Alors, il y a plein de gestes là, qui peuvent être posés tous ensemble pour, si on veut, là, pour la prospérité de la chaîne séricole. Peut-être une dernière chose, si vous permettez, dire, remplacez pas nécessairement des fleurs par de la laitue cette année. On va avoir bien besoin de fleurs quand on va commencer à sortir dehors. Je pense que ça va être bon pour le moral d'avoir des fleurs. Merci. Merci, M. Saint-Pierre. Merci beaucoup. Luc Boivin, peut-être. Oui, Luc? Moi, je vais y aller comme le premier ministre avec mon remerciement du jour, André. Premièrement, quand M. Legault a parlé de remercier les travailleurs agricoles, je peux dire que ça a fait une différence. Moi, j'ai fait rouler l'intervention en boucle sur les caméras à l'intérieur de l'usine parce que les gens savaient qu'ils faisaient un métier essentiel, mais ça n'avait pas été dit. Puis tout de suite, en début de crise, le premier ministre a dit on a besoin de vous autres. Ça a fait de la différence parce que les gens étaient tentés de rester à la maison pour bénéficier de l'aide d'urgence. Mm-hmm. Et l'autre chose, c'est le programme que vous avez mis en place pour bonifier le salaire, parce que c'est sûr qu'au niveau de la filière agroalimentaire, les gens, parfois, sont à temps partiel ou gagnent des salaires qui
font en sorte que c'est tentant de rester à la maison avec 500 ben, la bonification du salaire a aidé les gens à rester au travail pour continuer de maintenir le service essentiel qui est de fournir des aliments aux gens. Fait que bravo. Puis, merci. Puis aussi avec François Bonnardel, l'aide au transport pour le dégel, on voit que votre gouvernement agit rapidement. Nos associations ont fait les demandes, ça a été analysé rapidement, puis les décrets ont sorti tout de suite. Fait que, encore là, merci puis bravo. Moi, je te dirais, dans ce dossier-là, quand je parle des réunions qu'on a chaque matin, là, on a les camionneurs qui sont avec nous. Puis dès le début de la crise, c'est des enjeux tout de suite qui ont été amenés, la question de la réglementation sur le dégel. Puis à un moment donné, moi, on m'a dit, André, peux-tu écrire une lettre au ministre des Transports, parler des réalités de l'industrie, tout ça, puis faire la demande. Puis on a fait ça, puis ça a pris 2 jours, puis le décret est sorti. Là. Fait que on travaille vraiment tout ensemble. Là. Bravo. Merci, merci. Messieurs, on dispose encore du ministre de l'Agriculture pour quelques instants. Lequel parmi vous? Je vois Danny Messier. Oui, Danny. Ouais, moi aussi, ça va un peu dans le même sens que Luc. La gratification de l'agriculture a fait qu'on voit même chez les employés sont comme fiers de faire la job qu'ils font là. Ça les a ramenés à rentrer, à être fiers de venir nous aider, de produire la nourriture. J'ai pas encore regardé au sujet de l'aide pour voir si ça va nous toucher nous aussi sur les fermes, à quel point, qu'est-ce qui peut arriver pour les employés. Là. On va checker ça plus tard. On voulait regarder ce qu'il en était. L'autre petite chose, sur le côté des transports, je sais que j'avais envoyé quelque chose au ministre sur les inspections des véhicules lourds. On m'a dit de faire l'appel ce matin quand j'ai parlé avec Alexandre hier. Il m'a dit de faire l'appel ce matin. J'ai été en attente pendant des heures pour avoir le droit de faire inspecter mon véhicule lourd que je me sers sur la ferme pour approvisionner au champ. J'ai pas eu personne de réponse. Je trouve que sur ce côté-là, l'agriculture n'a pas été reconnue comme besoin essentiel auprès des inspections de camions. Ben, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'arrêter tout de suite, Danny. Ouais. Ce sujet-là est vraiment à l'agenda. Puis on travaille très, très fort là-dessus là, pour avoir, mais ça a été porté à mon attention aussitôt que la lettre a été envoyée des céréaliers. Super. Puis je peux dire, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, puis on espère bien avoir des résultats là, qui vont être satisfaisants pour vous autres. Là, mais c'est pas tombé dans le crack, t'as pas à t'inquiéter, on travaille très fort pour avoir une résolution pour vous autres. Là. Ben, je te remercie parce que c'est notre réalité. Les véhicules vont se promener sur le chemin et on va être conforme. Là. Ben, c'est ça. Fait que nous autres, on veut vous aider là-dedans, t'as pas à t'inquiéter. On cherche des solutions avec nos collègues. Puis l'aide, la bonification de l'aide, ça l'applique-tu aussi sur les fermes, pour les employés sur les fermes, ces choses-là? C'est tous les travailleurs au Québec. Tous les travailleurs. Tous les travailleurs au Québec, oui. Ouais. Parfait. Merci. Très beau travail. Merci beaucoup. Merci. On en profite pour vous féliciter, M. Lamontagne. Profitons-en pour le recevoir de votre côté. Moi, le prendre, honnêtement, là, ça fait du bien. On a encore le temps pour une question. Oui, ça va. Oui. Lequel de vous aurait une autre question pour M. Lamontagne? Messieurs, profitez-en. On a le ministre de l'Agriculture avec nous aujourd'hui. Soyez pas timides. Guy de Bailleul. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, bonjour, M. de Bailleul. Bonjour, M. Lamontagne. Vous venez de parler des serres et effectivement, c'est un domaine c'est un enjeu relativement important. Il y a eu un certain nombre de progrès qui ont été réalisés ici. Peut-être que le public ne sait pas que déjà, on exporte plus de produits de serre qu'on en importe, mais il reste que on a à peu près 1/8 de la superficie que l'on trouve en Ontario en matière de serre. Donc, effectivement, il y a encore une marge. Je pense qu'il y a aussi d'autres productions qui pourraient faire l'objet d'un examen. Je pense à la production bovine, par exemple, où on a eu un producteur de bovins l'autre jour qui soulignait un peu les enjeux. D'une manière générale, même s'il est un peu tôt pour réfléchir à ce que sera l'après-pandémie, on peut se demander, et je suis certain que l'Institut vous fera des suggestions dans ce sens-là, s'il n'y aurait pas lieu d'envisager une sorte de conférence socio-économique sur les leçons qu'il faut tirer de la pandémie en matière de développement agroalimentaire. Bien, écoutez, M. Dubailleul, ça, c'est ultimement, si c'est approprié, c'est quelque chose qui serait initié par le premier ministre.
Mais je vous dirais qu'avec la politique bioalimentaire, puis avec la démarche qui a été mise en place, tout le plan d'action, déjà, là, si vous allez sur le site du MAPAC, vous pouvez aller voir le plan d'action de la politique bioalimentaire. Là. Écoutez, pandémie, pas pandémie, là, la route est assez claire vers où on s'en va, puis les besoins qu'on a. Puis comme exemple, moi, j'allais déposer ou j'allais présenter, là, puis j'espère le faire des meilleurs délais possibles, mais tout le cadre gouvernemental qu'on a développé depuis mon arrivée là, pour tout l'approvisionnement institutionnel de produits québécois, tout le plan pour les serres pour lequel on a eu du financement du ministre Girard. Tout le travail qu'on fait là, présentement pour tout ce qui touche l'agriculture de proximité, les circuits courts. Tu sais, il y a des choses dans les mois qui s'en viennent. On fait plein de travail, là, mais il y a des choses qui vont être annoncées et qui vont se réaliser. Mais encore à l'intérieur là, du cadre de la politique bioalimentaire, où on parle du consommateur, on parle des pratiques environnementales, on parle d'avoir des entreprises qui sont innovantes, mais en même temps qui sont prospères. Si on prend tout ça, là, je vous dirais qu'il y a beaucoup de matériel là, pour nous accompagner là, pour l'après-pandémie. Là. Merci. Luc Boivin. Oui, ben peut-être pour enchérir là-dessus, c'est sûr que le secteur agroalimentaire est un secteur qui a des projets dans ses cartons. J'aimerais t'entendre sur justement l'après-pandémie parce que nous, on avait déjà des discussions avec la fédérale sur les programmes de compensation pour la signature de l'entente transpacifique et maintenant l'entente avec les Américains. L'entente de libre-échange. Est-ce que le gouvernement fait un suivi auprès du fédéral pour s'assurer que dès la pandémie terminée, qu'on accélère même le rythme des investissements pour justement soutenir l'économie pour la relance? Parce que... écoutez, autant le premier ministre, je ne peux pas parler de M. Trudeau, mais je sais que M. Legault, notre premier ministre, a exprimé la semaine passée à quel point déjà il fallait préparer l'après, puis tout passer. Une fois qu'on s'est occupé de la santé, là, bien, ça va être de s'occuper de l'économie. Puis on a juste à regarder l'ampleur du secteur bioalimentaire, mais en même temps, à quel point c'est le moteur de nos régions. Puis il s'en fait de l'investissement là, dans notre secteur. Alors, les leviers pour qu'on puisse en faire autant, sinon davantage qu'on en faisait, bien, on ne s'y fera pas retirer. Là. Moi, je sais que je me sens très confortable pour ce qui s'en vient avec ce qui se passe, la prise de conscience aussi des consommateurs, puis un peu partout dans la société, là, de la place qu'occupe tout l'agroalimentaire. Ben, écoutez, c'est dommage à dire, là, mais on devrait sortir de cette crise-là plus fort vis-à-vis de notre positionnement, je parle, dans l'espace public, là, qu'on l'était en entrant. Puis moi, j'exprimais au mois de décembre, à un moment donné, une crainte que j'avais, puis une préoccupation importante que j'avais, cette espèce de fracture-là qui se développe de plus en plus entre ceux qui consomment puis ceux qui produisent ce que les gens consomment. Bien, je peux vous dire que ce qu'on traverse là, ça va, comme je pense, ça va amener un rapprochement entre ceux qui consomment puis ceux qui produisent ce que les gens consomment dans le milieu agroalimentaire. Puis ça devrait nous donner de l'adhésion des gens embarqués dans nos programmes davantage, de consommer davantage, mais aussi, il y a toute la question que les gens comprennent. C'est complexe, la production agricole, puis il y a plusieurs enjeux. Bien, d'être acceptant puis accompagnant de toute cette réalité agricole-là au Québec, je pense que ce qu'on vit là, honnêtement, on va sortir de ça plus fort qu'on était quand on est rentré là, dans l'espace public, là, puis au niveau du soutien qu'on va avoir dans l'espace public pour nos besoins puis les initiatives qu'on va avoir. Merci, André. Alors, messieurs, je vais vous laisser. Ça a été un plaisir, vraiment un plaisir. Puis, écoutez, en tout temps, s'il y a des choses, vous voulez nous faire part, vous communiquez avec le cabinet au MAPAC, vous nous écrivez ministre@mapac.gouv.qc.ca. J'ai quelqu'un qui fait un courriel à tous les jours. Puis, on est au travail pour faire en sorte qu'on sorte de cette situation. Que pendant la crise, bien, toute la chaîne bioalimentaire, là, qu'on travaille de façon coordonnée puis qu'on ait les impacts les plus minimes possibles pour toute la chaîne, mais qu'après ça, bien, qu'on en sorte plus fort puis encore plus dynamique. Alors, un gros merci à tout le monde puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, M. Lamontagne. On vous remercie, M. Lamontagne. Et peut-être juste préciser, si vous avez l'occasion au sein de votre cabinet et de vos administrés au MAPAC, de signaler qu'il y a une quotidienne tous les jours et toute personne qui s'intéresse à l'agriculture et à l'agroalimentaire est bienvenue, en fait, sur cette quotidienne. Merci, Yannick. Au plaisir. Bon succès. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
Merci André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, qui a eu le plaisir d'être avec nous ce midi. On va vous faire découvrir quelques nouvelles. Je veux saluer entre autres Maxime Laplante, président de l'Union paysanne, qui est avec nous aujourd'hui. Yann Turmine de Belle-Île Solutions Nutrition, qui s'est branché également. Simon Bégin de l'Institut Jean Garon, qui est branché avec nous. Mais d'abord, j'ai l'honneur de vous présenter notre deuxième invité aujourd'hui. Il est climatologue et glaciologue français, directeur de recherche au CEA et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace jusqu'en 2008. Aujourd'hui, les membres de l'Académie des sciences et de l'Académie d'agriculture de France. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Jean Jouzel avec nous. Monsieur Jouzel, on ne vous a pas encore aperçu. Bien, vous voilà maintenant à l'écran. Je vous laisse en bonne compagnie. C'est Yannick Patelli qui va vous poser quelques questions. Bonjour à tous, vous m'entendez, je pense. Merci, merci de cette invitation. Oui, effectivement. Donc, je suis avant tout scientifique, je m'intéresse à l'évolution du climat, mais je m'intéresse aussi à l'agriculture. Je suis avec mon collègue Guy de Bailleul à l'Académie d'agriculture, et puis je suis aussi issu d'une famille paysanne de Bretagne. Mon frère est toujours à la ferme, donc c'est un milieu que je connais très bien, y compris ses problèmes d'ailleurs, parce que ce n'est pas si facile. Alors Yannick. Monsieur Jouzel, bonjour, merci beaucoup. Vous êtes à Paris, je pense, ou quelque part en France? Confiné à Paris. Confiné à Paris. Écoutez, merci beaucoup de participer. Effectivement, c'est grâce à Guy de Bailleul qu'on a pu vous rejoindre. On est très, très heureux de votre participation. Vous venez de sortir un livre, je pense, lundi dernier, qui s'appelle « Climat, parlons vrai ». Alors évidemment, je n'ai pas eu le temps de voir le livre, j'ai juste vu quelques notes qui ont circulé. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est un livre qui est écrit en dialogue avec un jeune scientifique de 25 ans. Donc, c'est un échange entre vous, l'expert et le jeune scientifique. Et en fait, vous essayez de comprendre, si je comprends bien, c'est que vous essayez de comprendre est-ce que la planète, l'humanité, court à sa perte ou est-ce qu'il y a encore des solutions face à nous? Alors, effectivement, votre livre, vous avez dû l'écrire un petit peu avant la pandémie, j'imagine. Donc, est-ce que vous avez été précurseur? Comment ça s'est passé? Et pouvez-vous nous dire si, effectivement, on a encore des chances de s'en sortir ou c'est vraiment dramatique ce qui est en train de se passer? Oui, effectivement. Merci. Ce livre avec Baptiste Denis, c'est quand même l'idée que les jeunes d'aujourd'hui, cette génération, ceux qui rentrent dans le monde du travail, ils sont doublement concernés. Ils sont concernés par l'inaction, c'est-à-dire que les vrais problèmes du réchauffement climatique, ce sera plutôt pour après 2050. C'est-à-dire que si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller vers des réchauffements de 3, 4, 5 degrés qui auraient des conséquences, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, extrêmement dommageables. Donc, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui prendraient de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, mais l'action, c'est aujourd'hui. Donc, l'action, eh bien, c'est, si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030, arriver à neutralité carbone en 2050. C'est bien ça le fil conducteur du livre, parce que c'est vraiment un problème intergénérationnel, le problème du réchauffement climatique. On a besoin de cette solidarité entre générations et solidarité entre pays aussi. Bien sûr, oui, c'est bien là. On évoque aussi les conséquences sur le monde agricole sont bien là, elles sont déjà là. Il y a aussi des risques et comme tous les secteurs d'activité, la meilleure façon de prendre en compte, eh bien, c'est effectivement de discuter avec le monde scientifique, de regarder les conséquences, de les prévenir, de faire de la prévention. Il y a une capacité d'adaptation sur les 20-30 prochaines années, mais vraiment, si on veut limiter le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Aujourd'hui qu'il faut agir, mais j'aurais 2-3 questions à vous poser. D'une part, d'abord, les gestes barrières que l'on fait aujourd'hui, il y a l'aspect sanitaire, il y a les gestes barrières qu'on pose, on ne sait pas trop si on les pose pour quelques semaines ou quelques années. Ça peut être un peu inquiétant. On se demande aussi si la génération qui s'en vient, vous dites en 2050, ça peut être drastique ce qu'ils vont vivre, mais est-ce que les 50 dernières années qu'on a vécues de ces déplacements touristiques à travers le monde, de cet échange international permanent, commercial ou autre, est-ce qu'on est vers la fin de quelque chose comme ça, ou on peut quand même trouver des solutions pour que notre monde d'avant existe encore demain? Je pense que si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique, que les jeunes d'aujourd'hui, ils puissent s'y adapter quand ils auront mon âge, en gros, eh bien non, il faut quand même changer de mode de développement, c'est clair. On ne peut pas, non, l'après ne peut pas être comme l'avant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que finalement, certaines des solutions qui pourraient être prises, en tout cas telles qu'on les voit en Europe, pour disons, sortir d'une crise sanitaire. Il y aura une prochaine crise sanitaire, même si elle n'est pas prévisible, alors que le réchauffement climatique l'est, lui.
eh bien, par exemple, la relocalisation de certaines activités. En France, en Europe, on est extrêmement démunis par rapport à cette crise sanitaire, tout simplement parce que beaucoup de choses se fabriquent en Chine ou dans d'autres pays, mais surtout en Asie du Sud-Est. Donc, voilà, la relocalisation de certaines activités est vraiment à l'ordre du jour, aussi bien pour être en mesure, être plus résilient par rapport à une crise sanitaire, mais aussi, je pense qu'une crise climatique passe par une relocalisation des activités, de certaines activités, y compris certaines activités agricoles, je le dis, c'est vrai. Il y a bien sûr besoin d'échanges, ce n'est pas le problème, mais il faut quand même que nous regardions cette nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, ou en termes de, disons, au niveau planétaire, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, c'est de 12-13%. On ajoute aussi, bien sûr, il y a aussi la déforestation en plus, mais disons, l'agriculture elle-même, c'est moins de 15% au niveau planétaire, c'est pas négligeable. Mais il y a aussi les conséquences du réchauffement climatique sur le monde agricole. Par exemple, en France, eh bien, le vignoble est assez fragile. Par exemple, 1 degré de plus, eh bien, disons, ça soucie beaucoup les vignobles, le monde viticole. Mais on a eu une sécheresse cet été qui a été extrêmement difficile, enfin, en particulier pour les éleveurs. Donc, on a déjà disons, des conséquences du réchauffement climatique si elles s'accélèrent. Par exemple, en France, eh bien, le débit des fleuves et rivières d'ici une trentaine d'années pourrait diminuer de 30 à 60%. Donc, on parle de sécheresse agricole dans ce cas-là, la sécheresse des sols, parce que le réchauffement climatique s'accompagne d'une plus grande évaporation. Ce n'est pas le même problème au Canada, bien évidemment, pas partout, mais disons, les problèmes peuvent être différents, mais je pense que tous les secteurs d'activité ont intérêt à prendre ce problème du changement climatique à bras-le-corps. Monsieur Jouzel, j'aurais une dernière question avant que les intervenants puissent échanger avec vous, qui est peut-être un peu plus à saveur politique, mais ce matin, j'ai lu dans l'opinion.fr un texte en fait écrit par Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Nixon et de Ford, et il disait en fait en résumé, aucun pays, pas même les États-Unis, ne peuvent vaincre le virus sur la base d'un effort purement national. Et quand on sait que le repli qu'on vit actuellement est très nationaliste, est-ce qu'on va être capable quand même de trouver, à travers les devoirs qu'on a face au changement climatique, la capacité quand même de trouver un équilibre pour justement qu'on ne tombe pas dans le nationalisme dangereux qu'on a connu il y a 50 ans? Oui, là aussi, c'est aussi disons quelque chose qui est commun à la crise sanitaire et à la crise climatique. Disons, eh bien, c'est la nécessité de solidarité entre les pays. Il y a une solidarité entre les générations, mais une solidarité entre les pays. C'est le cas de la crise sanitaire, aussi bien maintenant au niveau de recherche. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble, si on veut effectivement, et Henry Kissinger a tout à fait raison. Nous ne sortirons pas de la crise sanitaire collectivement au niveau planétaire sans véritable solidarité, mais c'est vraiment pareil pour la crise climatique. C'est clair que quand on parle de réduire nos émissions, de les diviser par 2 d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, c'est chaque pays qui doit s'y mettre, peut-être à son rythme, peut-être de façon différente, avec des voies différentes. Les choses ne sont pas partout pareilles. Par exemple, il y a beaucoup d'électricité, d'origine hydroélectrique au Québec, par exemple. Donc, les problèmes peuvent être différents d'un pays à l'autre, mais cette solidarité est très importante. Donc, disons, je suis complètement sur la ligne d'Henry Kissinger. Nous ne ferons rien tout seul. Et donc, effectivement, le repli nationaliste qui accompagne la crise sanitaire, qui accompagne aussi en Europe, par exemple, certains pays ont du mal à suivre disons, les pays de l'Est de l'Europe, parce que tout simplement, ils consomment plus de charbon encore. Eh bien, cette solidarité, si elle n'est pas au rendez-vous, ça diminue d'autant nos chances de prendre la mesure du réchauffement climatique. Et cela, c'est nécessaire, et c'est nécessaire de le faire tout de suite. L'urgence climatique est là maintenant. Monsieur Jouzel, c'est très apprécié votre participation. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Éric qui va pouvoir vous faire préparer les échanges avec nos différents intervenants du jour. Merci beaucoup. Yannick, je vous rappelle que nous sommes avec Jean Jouzel. Il est climatologue et glaciologue français. Éric, micro. Nous avons, comment dit Yannick, comment dis-tu? Micro? Oui. Pourtant, tout a l'air très, très bien. Alors, je disais, oui, on m'entend mieux de votre côté maintenant. Nous avons différents invités ce midi. Nous sommes avec Jean Jouzel. Je disais qu'il était climatologue et glaciologue français. J'aperçois à l'écran Maxime Laplante de l'Union paysanne qui écoute en cachette depuis un petit moment. Lequel de vous tous aurait une question pour M. Jouzel, messieurs? J'ai vu des mains qui se levaient, mais je ne sais pas moi. Oui. Ouais. Alors, Michel Saint-Pierre, il est toujours le plus rapide à déclencher les questions. Michel. Oui, j'ai vu tout à l'heure, oui. Oui, en plus, j'ai une bonne question. Alors, est-ce que vous croyez que la pause planétaire un peu qu'on vit actuellement
Je pense à des grandes mégalopoles comme New York qui actuellement, là, tout est arrêté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que cette pause-là, qui, dans le fond, fait beaucoup plus que tout ce qu'on a pu faire comme recommandation dans le passé là, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que cette pause-là peut pas être également une façon de mesurer justement là, quels sont les impacts et quels pourraient être, dans le fond, des solutions à plus long terme? Parce que là, quand même, il y a quelque chose d'assez unique, là. Oui, on mesure déjà la diminution des émissions de gaz à effet de serre, en particulier celle de gaz carbonique liée à l'utilisation des combustibles fossiles. On la mesure déjà, elle peut être de 20 à 30% en Chine et aussi en Europe actuellement. Donc, il y aura une diminution des émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2019. Le problème, c'est que cette situation, eh bien, on l'a vécue en 2008-2009. En 2008, nous avons cette crise économique. On a eu une diminution des émissions en 2009 de à peu près 1%, et puis c'est reparti plus 6% entre 2009 et 2010, et on a complètement perdu parce que nous sommes repartis comme avant en termes d'économie. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, ce que nous vivons actuellement collectivement, au moins nous amène à réfléchir. Et c'est ce que nous essayons de dire, mais on voit bien que la pente naturelle, c'est que c'est de relancer la consommation, parce qu'on a besoin, c'est en tout cas en France, en Europe, il y aura un grand plan de relance. Il faudrait que cette relance prenne en compte cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, de changer le mode de développement, d'avoir un mode de développement, disons, plus sobre en carbone, et c'est vraiment créateur d'emplois, c'est vraiment synonyme de dynamisme économique à échéance de 10, 20, 30 ans. C'est plus difficile tout de suite, mais il faudrait que nous profitions collectivement de ce moment de pause, peut-être économique, pour repartir d'un autre pied. C'est clair que c'est ce pourquoi j'essaye... J'ai aussi des contacts avec les décideurs politiques en France, on essaye de mettre en œuvre, mais on voit bien la difficulté, la pente naturelle étant de repartir sur le modèle d'avant avec, bien sûr, relancer la consommation. J'entendais parler de l'offre tout à l'heure. En France aussi, on a vu dans le monde agricole des paysans qui étaient obligés, des éleveurs qui étaient obligés de mettre le lait dans l'égout parce qu'il n'était pas consommé. Donc c'est assez terrible. On comprend aussi cette nécessité d'ajuster la consommation à l'offre, mais on voit bien aussi, alors c'est pas le monde agricole qui est là en cause, mais on doit, je pense, réfléchir, être solidaire et repartir sur un pied un peu différent en termes donc prendre en compte cette nécessité de diminuer nos émissions de combustible, nos utilisations de combustibles fossiles, c'est clair. Merci, M. Jouzel. D'autres questions pour notre invité ce midi, M. Luc Boivin, que j'aperçois juste le temps, Luc, de remettre du son dans le micro. Voici. Ben oui. Ben moi, ma première question, c'est ça, la pause va être loi pour l'environnement, puis aussi l'après, parce qu'on parlait avec le ministre tout à l'heure de la relance économique. Moi, ce que je vois de positif dans ça, je n'en parle à mes enfants, c'est que si les gouvernements, puis là, on le voit, les gouvernements impriment de manière solidaire l'argent, donc les programmes de relance économique vont se faire de manière concertée en raison de la pandémie, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, il y avait toujours des secteurs dans le monde qui allaient mieux que d'autres, donc la volonté des gouvernements de prendre des positions positives pour l'environnement, on parle de la Chine, les États-Unis, c'était plus difficile. Mais là, ce qu'on voit, c'est que tout le monde est à l'unisson dans la même direction pour l'après-pandémie. Si les gouvernements favorisent les infrastructures qui auront des bienfaits au niveau environnemental, puis là, je pense, par exemple, à la biométhanisation. En Europe, en Allemagne, ils ont investi beaucoup dans la biométhanisation. Est-ce que si les gouvernements ne font pas juste pour les projets à saveur environnementale, mais ils favorisent dans les plans de relance les programmes comme le transport en commun, la biométhanisation pour le secteur agricole, est-ce que ça peut avoir quelque chose de durable à long terme? Oui, bien sûr. Merci, Luc Boivin. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire une relance, mais avec des projets orientés, bien, comme vous l'avez dit, sur les transports en commun, sur le renouvelable et en particulier la biométhanisation. Par exemple, en biométhanisation, je ne sais pas où vous en êtes chez vous, mais disons la France a énormément de retard par rapport à l'Allemagne. Et disons qu'on a un potentiel de développer la biométhanisation. On a tout le développement des énergies renouvelables. Bon,
bien sûr l'éolien en mer, par exemple. En France, on n'a toujours pas une éolienne en mer, alors qu'il y en a au moins entre 3 et 4 000 en Europe. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire aussi dans le logement, l'isolation des logements. Donc, c'est vraiment créateur d'emplois. Disons, les émissions de gaz à effet de serre, ce sont nos gestes de tous les jours. Se nourrir, se déplacer, se loger. Et donc, ce sont sur ces 3 aspects, ça représente plus de la moitié des émissions. Et donc, c'est notre vie de tous les jours, de chaque jour, eh bien, il y a quelque chose à faire dans le logement, dans l'isolation du logement, dans les logements neufs, disons bien, effectivement, peu émetteurs de gaz à effet de serre, aussi dans leur construction, dans les développements des transports en commun, les énergies renouvelables. Et c'est une carte à jouer pour le monde agricole, parce que quand on regarde, bien sûr, vous avez des espaces au Canada qu'on n'a pas en France, mais en tout cas en France, c'est bien le monde agricole, les territoires qui ont la main sur le développement des énergies renouvelables. Et donc, ce sont aussi des opportunités pour le monde agricole. C'est bien ça qu'il faut le voir. Il y a aussi toute cette possibilité de piéger du carbone dans les sols. Il y a ce projet 4 pour 1000, piéger du carbone dans les sols. Donc, on peut envisager un développement du monde agricole qui prenne vraiment en compte cette lutte contre le réchauffement climatique et qui en bénéficie d'une certaine façon. Il y a aussi des opportunités. Donc, je pense que l'erreur pour le monde agricole serait de fermer les yeux par rapport à cette urgence climatique, alors qu'au contraire, disons, la prendre en compte dans son modèle de développement, qui peut être aussi une relocalisation de certaines activités en termes effectivement, de culture à l'échelle planétaire. Voilà, donc tout cela serait quand même tout à fait souhaitable, et ce n'est pas c'est un modèle agricole qui peut être un peu différent, mais qui présente aussi beaucoup d'opportunités. Merci, M. Jouzel. Est-ce qu'on a d'autres questions pour notre invité, messieurs? Ou alors, Guy Debaillon. Oui, écoutez, est-ce que vous m'entendez? Ah! Oui, mais Simon, on va laisser M. Debailleul qui avait levé la main avant. D'accord, oui, OK. Oui, bonjour Jean. Est-ce que tu m'entends? Oui, Guy, je suis très heureux de te voir. Je te salue et très heureux de te voir à distance. J'avais envie de rebondir aussi sur la question qui avait Saint-Pierre, c'est-à-dire le rapprochement que l'on peut faire actuellement entre le développement de la pandémie et le ralentissement important de l'économie, et par là même la diminution d'un côté de la pollution. On voit déjà des calculs selon lesquels les économies en fait de mortalité en matière de pollution seraient plus importantes que ceux entraînés par la pandémie, notamment en Chine. Et puis, on a des premières évaluations sur la diminution de l'émission de gaz à effet de serre. Et effectivement, comme tu le disais, c'est pas négligeable. Par contre, comme c'est associé à un choc économique important, ce ralentissement, cette crise, j'imagine qu'on va avoir des économistes qui vont faire le calcul rapide de ce coût économique et le rapprocher des gains en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et je m'inquiète un peu de voir des études sortir en disant c'est peut-être trop cher payé pour les économies d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça n'est pas ta crainte aussi? Oui, c'est ma crainte, et ça a été le raisonnement effectivement de l'après 2008. 2009, on est reparti justement parce que les économistes ont dit en gros il faut consommer, la seule façon de se développer. Donc c'est, je crois, un moment pour réfléchir, mais la réflexion, si elle ne débouche pas sur disons justement sur les énergies renouvelables, développement des renouvelables, l'efficacité énergétique, voilà, donc enfin chez nous, l'efficacité énergétique, vraiment une attention portée à tous ces domaines de la vie de tous les jours, le logement, la mobilité, l'agriculture, tout le système alimentation-agriculture. Disons qu'il ne suffit pas, effectivement, si on fait le bilan ponctuel, on trouvera que c'est très cher. Je donne des chiffres en France, puisque en France, si on voulait réussir la transition énergétique, il faudrait investir 20 milliards d'euros supplémentaires, à peu près 20 milliards de dollars américains à peu près, 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Et en fait, là, on met déjà 20 milliards chaque année d'euros, chaque semaine, pour, disons, essayer de faire face à la crise sanitaire. Donc, ce coût, il est déjà là. Donc, en fait, lutter contre le réchauffement climatique de façon, dans la durée, si on modifie le système, si on oriente le système dans la bonne direction, n'est pas énormément cher par rapport aux sommes qui sont mises sur la table, aussi bien on parle de
2000 milliards de dollars aux États-Unis, c'est ce que Donald Trump, et alors que les sommes qu'il faudrait mettre, disons, en jeu, les sommes supplémentaires, je parle bien en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ne sont pas, elles sont importantes, mais elles ne sont pas extraordinairement importantes. Ce n'est qu'une fraction de ce qui va être mis sur la table pour sortir de la crise sanitaire. Ponctuellement, tu as raison. Si on prend sur les 3 mois, ça coûte cher de lutter contre le réchauffement climatique parce que la diminution ne va pas être en termes de, disons, elle va être de quelques pourcents et il faudrait diminuer de 7% par an pour arriver à ce facteur 2 à horizon 2030. Donc il faut effectivement, disons, diminuer les émissions, mais disons en infléchissant vraiment notre mode de développement en termes d'efficacité énergétique, en particulier de sobriété également. On n'y arrivera pas sans sobriété, c'est-à-dire l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie. La sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on fait, soyons clairs. Merci. Merci Guy pour la question. On pourrait peut-être passer à Simon Bégin qui semblait avoir une question, voir si du côté de Saint-Raymond de Port-Neuf, est-ce que c'est bon aujourd'hui? Écoutez, ce qu'on vit présentement, ce que ça ne démontre pas une chose, c'est que l'émergence d'un monde nouveau, d'un monde plus responsable, plus conscient, est-ce que ça peut se faire autrement que dans la douleur? Je veux dire par là que la prise de conscience par les gouvernements et par les citoyens de la nécessité de changer les comportements, est-ce que ça n'existe pas de vivre des crises comme on vit présentement? Oui, disons, les crises nous amènent à réfléchir, mais le problème du réchauffement climatique, c'est ce décalage entre les causes du réchauffement climatique et les conséquences. En fait, disons que pour éviter des conséquences importantes pour l'après 2050, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est ça la difficulté. On trouve toujours qu'on aura le temps. En fait, c'est cette idée disons qu'une fois que les catastrophes climatiques sont vraiment là, on pourra y parer. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on a du mal à faire comprendre. C'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite pour éviter des catastrophes dans 20, 30 ans. C'est bien ça. Et ça, c'est une difficulté, effectivement. Mais vous avez raison, même en termes climat, eh bien, c'est quand on a eu la prise de conscience, s'est faite en France l'été dernier, qui a été extrêmement chaud. On a battu tous les records en France, un record à 46 degrés. Donc en France, c'était vraiment le record absolu. Enfin, on n'avait jamais atteint cette température. Il y a eu des événements extrêmes, il y a eu des conséquences, il y a aussi des inondations extrêmes. Donc vous avez raison, là aussi pour la prise de conscience de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, ce sont les extrêmes climatiques, ces catastrophes climatiques qui sensibilisent les gens. Malheureusement, une fois que la catastrophe est passée, on a tous, peut-être moi-même, hein, même si j'en parle beaucoup bien sûr, mais on a peut-être tendance à oublier. Donc c'est un effort dans la durée. Mais effectivement, ce sont les catastrophes, et c'est le cas de la crise sanitaire, qui nous amènent à réfléchir. Mais il faut que dans le cas de la crise d'urgence climatique, il faut que ça, je le redis, ça soit une véritable inflexion du mode de développement et que ça se concrétise dans la durée. Merci pour les réponses, M. Jouzel. Est-ce qu'on a une dernière question pour notre invité avant qu'on ne laisse toute la tribune, bien sûr, à notre premier ministre François Legault sur le coup de 13 heures, puisqu'il est 12h49 heure du Québec, M. Jouzel, ici, au Québec. Oui. Dernière question pour nos invités. M. de Bailleul qui lève la main. Vous êtes un bon élève, Guy. Je vous cède donc la parole. Je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué dans ton ouvrage que j'ai pas encore lu, mais juste parcouru et dont je recommande la lecture parce que c'est vraiment quelque chose d'assez dynamique, assez vivant. C'est que tu dis à un moment donné qu'en tant que climatologue, tu as du mal à t'imaginer ce que peut être un réchauffement de 4 à 5 degrés. Et ça montre aussi peut-être une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire on sait que c'est catastrophique et en même temps, peu de gens arrivent à s'imaginer en quoi ça va consister. Oui, je crois vraiment. 4 à 5 degrés, c'est un nombre qu'on a des difficultés à imaginer. C'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible. Par exemple, il faut s'imaginer que 4 à 5 degrés de plus, ce sont de larges régions de la planète, par exemple en Chine, dans d'autres régions qui deviendront pratiquement invivables. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pourra plus y vivre correctement l'été, on ne pourra plus aller dehors l'été. Donc, effectivement, c'est difficile d'imaginer de se plonger dans un monde à plus 4, plus 5 degrés. Mais voilà, et donc il faut tout faire pour l'éviter, en fait. Je ne l'imagine pas, mais je souhaite qu'il soit évité. Merci beaucoup. Je vois que c'est la fin de l'émission. Un grand merci. Oui, allez-y.
Oui, non, j'allais dire, M. Jouzel, vous êtes aussi glaciologue. Il y a eu des articles qui sont sortis récemment en disant que le permafrost était plein de virus et quand ça allait fondre, on allait être envahi de virus peut-être plus dangereux que le Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Oui, disons qu'on en parle, cette couche, ça s'applique évidemment aussi à votre pays, cette couche active de permafrost qui fond l'été, effectivement, et qui regèle l'hiver, mais cette couche active devient de plus en plus profonde, et j'imagine que c'est pareil au Canada, où le réchauffement a quand même été, dans certaines régions, 2 fois plus rapide, disons dans les régions du nord du Canada, 2 fois plus rapide qu'en moyenne mondiale. On parle par exemple d'anthrax. Alors effectivement, on parle déjà de certains, le virus de l'anthrax sera une possibilité. Il y en a d'autres probablement. Évidemment, dans la mesure où on ne les connaît pas, on ne peut pas les citer. Mais ce risque est là, effectivement, de virus, de bactéries qui étaient un peu endormies et qui se réveilleraient. Bon, c'est vrai que ça fait un peu science-fiction, mais par moments, quand on parle du Covid-19, on a quelquefois l'impression d'être dans un film de science-fiction et nous n'y sommes pas. Donc, il faut prendre toutes ces annonces très au sérieux. C'est un des risques. Les risques de santé posés à la santé aussi en termes évidemment d'extrême climatique sont au cœur de cette lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On fait un dernier tour de table rapidement, messieurs, pour voir si quelque chose vous préoccupe tout particulièrement pour aujourd'hui, puisque dans moins d'une dizaine de minutes, on va laisser toute la place à notre premier ministre, François Legault. Merci, M. Jouzel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très agréable. Merci beaucoup. Merci. Guy Debailleul a été également avec nous. M. Debailleul, je vous laisse une trentaine de secondes pour conclure de votre côté. Ah bien, écoute, je pense qu'on a eu là un élément qui vient enrichir aussi l'ensemble des réflexions que nous menons à travers cette quotidienne, dont on va parler encore plus dans les semaines qui viennent. Donc, je pense que c'était une ouverture très intéressante. Merci, Guy, de nous avoir trouvé un invité aussi intéressant. Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, une trentaine de secondes également. Michel, oui. Non, merci de l'opportunité, mais je pense qu'on a eu une très belle présentation et puis, comme Guy vient de le dire, on va poursuivre là-dessus pour quelques semaines et quelques émissions. Je pense, M. Jouzel, que vous n'aviez pas été prévenu que Luc Boivin, qui vous a posé une question, est un excellent producteur de fromage à Saguenay. Luc, 30 secondes pour compléter. On en reparlera. Vous donnerez des fromages à Guy. Guy nous en amènera. Oui, il y a quelque chose de bien qui s'en vient, mais merci, M. Jouzel. C'était vraiment intéressant de vous écouter. Et bravo, Yannick et Éric de l'émission, puis les intervenants. De plus en plus de gens m'en parlent. Puis, je pense que dans toutes les pandémies, les crises qu'on vit là, l'émission qui s'est mise en place aide les gens à avoir de l'information. Puis, bravo Yannick, bravo Éric. Merci beaucoup, M. Boivin. C'est agréable de voir qu'on apprécie le travail qui est fait. Simon Bégin, du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf, 30 secondes de ton côté également. Simon, si c'est possible, parce qu'Internet, souvent, nous complique la vie à Saint-Raymond. Simon, où est-il, Simon? Oui, il devrait être encore là. Merci beaucoup, M. Roussel. C'est vraiment intéressant. Et c'est une dimension, je pense, globale. L'alimentation, la santé, le climat. Je pense qu'il faut avoir une vue globale de tout ça. Vous nous avez aidé à l'avoir. Merci beaucoup. Merci, Simon. Communication qui est encore un peu difficile. Guy Duval n'a pas été souvent appelé aujourd'hui. Il devait nous apprendre plein de choses sur les abeilles. Guy, on va garder ça en réserve pour demain midi puisqu'on est à quelques minutes du point de presse. Merci d'avoir été là à l'écoute pendant les 50 minutes de cette émission. Et surtout, tranquille. Bon élève encore. Guy, merci. Merci. Salut. Merci. Yannick, est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, j'oubliais Yann Turmine de Belle-Île qui a été aussi un observateur silencieux. Du nouveau de ton côté, M. Turmine? Rien de particulier. Rien de particulier. Tant mieux. La vie est belle? Pas de fièvre? Pas de symptômes? Non. Excellent. Bon. Merci. Yannick Patelli, qui seront nos invités demain pour le reste de la semaine? Eh bien, demain, je pense que merci Luc Boivin pour les compliments tout à l'heure, mais Luc devrait aimer aussi les prochains invités qui s'en viennent dans les jours prochains. Demain, on rencontre en entrevue par Zoom Frédéric Cyr, qui est le chef cuisinier du Château Frontenac, avec qui j'ai pu échanger hier. Il va nous parler aussi de la situation, oui, des hôtels, l'hôtellerie, donc ça va intéresser aussi Guy Duval, mais qui est proche de Voyage Québec. Mais il va aussi nous parler de la situation de la restauration et ce qui se fait actuellement dans la restauration, parce que le Château Frontenac est encore ouvert.
peu ouvert, mais un peu ouvert. Donc, je vous expliquerai demain ce qui se passe. Puis, mardi prochain, puisqu'on fait pause pour le week-end de Pâques, mardi prochain, on sera avec Mathieu Frigon de DIPAC, l'Association des transformateurs liquides du Canada. Donc, il y a des belles semaines qui s'en viennent. Il y a encore des surprises aussi pour la semaine prochaine. Merci des efforts qui sont faits pour trouver des invités très intéressants. Merci, messieurs, d'avoir été du panel ce midi. Encore aucune dame. Heureusement, Marie-Claude Bibeau est venue nous rencontrer cette semaine, ce qui a fait un peu de bien. Il y aura une dame la semaine prochaine. Je ne dis pas qui. Ah bon? C'est confirmé. Yannick, tu signales aussi qu'il y a Patrick Mondler demain. Oui, exact. Pardon, parce que là, on était... Oui, excusez-moi, parce que j'ai dit demain Frédéric Cyr, mais j'ai sauté une journée. On est juste mardi. Donc, en fait, demain, c'est Patrick Mondler, professeur de l'Université Laval, et après-demain, c'est Frédéric Cyr. Pardon. Certains? Certains. Assuré. Merci Yannick, merci messieurs. Et à demain midi pour cette quotidienne que vous semblez apprécier. Les commentaires sont très très bons. Il est possible de la partager bien sûr. Il nous fera grand plaisir de voir nos efforts et nos invités partagés par le petit clic que vous avez l'occasion de faire tout simplement et facilement sur Internet. Bonne fin de journée et à demain dès midi.